moi, mon boulot, comme je disais, Ouais. je suis producteur, mais ça veut dire non seulement ensemblier de tout ça, mais surtout je crée des marques Ouais. à engagement émotionnel. Donc une fois que c'est mis aux dispositions du public et que les gens investissent 10 heures de leur temps à regarder, à être émus, c'est une marque. Bienvenue sur We Are All Media, le podcast de ceux qui font les médias d'aujourd'hui et de demain. Derrière la magie des écrans télé, ciné et web, des ondes radio ou du papier glacé des magazines, il y a des personnes passionnées et inspirantes. Entrepreneurs, producteurs, créateurs, diffuseurs, artistes, journalistes, influenceurs. On parle de leur parcours, parfois atypique, leur métier, leur expérience, mais aussi leur vision du futur des médias ainsi que des nouvelles façons de consommer les contenus. Pour le Bureau des légendes, c'est assez simple, c'est de l'exigence, des écrits, faire en sorte que l'on pousse, on fait tapis à chaque saison. Et après, on retient rien. Il faut que l'histoire soit de plus en plus intéressante, il faut que les personnages vraiment nous emmènent encore plus loin. We Are All Media, ce sont eux, mais aussi vous et moi, parce qu'au fond, on peut tous être un média. Suite et fin de l'épisode avec Alex Berger, on s'attarde dans cette deuxième partie sur les process de production du Bureau des légendes et l'exigence d'écriture nécessaire afin de comprendre ce qui fait la réussite d'une des séries françaises les plus chères de l'histoire. On parle ensuite du futur. Est-ce que les nouveaux usages sur les plateformes modifient les façons d'écrire et de produire ? L'arrivée très attendue de Quibi, les raisons des échecs des initiatives Black Pills et Studio Plus, et surtout de comment les marques seront vraisemblablement les médias de demain. Alex nous partage pour finir quelques suggestions de lecture et des conseils pour tous ceux qui veulent se lancer dans un projet média. Bonne écoute. Rebonjour Alex. Oui, un long bonjour parce qu'on est quand même 3-4 jours plus tard. Ouais. Mais c'était important, je pense, d'enregistrer la partie 2. Okay. On n'a pas eu le temps de faire la première fois. Et puis il y avait plusieurs points moi qui me tenaient à cœur d'aborder, donc je voulais qu'on termine ça. Premier point, je voulais faire un petit focus, donc finir cette partie présent. Je voulais faire 2 petits points, un petit focus sur le Bureau des légendes, plus précisément. Et puis après on fera un point aussi sur votre actualité, vos autres projets éventuellement. Sur le Bureau des légendes, on a parlé précédemment d'organisation quasi militaire. Moi, je voulais juste savoir si rapidement vous pouviez nous raconter comment se déroule la production, les grandes étapes bien sûr, entre le moment où vous avez le go de la chaîne, ensuite l'écriture, le tournage, jusqu'à la livraison. Alors ça commence avant le go de la chaîne. Le premier petit go de la chaîne, c'est quand on va pitcher. Ouais. Donc, en ce qui concerne le Bureau des légendes, Éric Rochant et moi, et un coordinateur d'écriture, un scribe qui prend tout en note. Canal+, la création originale, donc Ariel Saraco, Fabrice de la Patelière, et en l'occurrence, c'était Pierre Saint-André, ont écouté le pitch, donc Éric et la vision qu'il avait du projet. Et puis, il fallait qu'on explique que ce projet venait attaché extrêmement, c'était inséparable du processus de fabrication. Ouais. Et donc, de développement et de fabrication. Donc, on allait développer la série dans une room, donc avec 5 auteurs d'épisodes, donc des gens qui font les dialogués, des scénaristes et des auteurs qui font le dialogué de A à Z, qui sont aidés par 5 scénaristes collaborateurs qui font les recherches, qui écrivent des scènes pour les auteurs d'épisodes, et puis des auditeurs qui étaient en gros des stagiaires qui étaient là pour comprendre comment marchait le système. Et là, ils étaient entourés d'un coordinateur d'écriture, d'un assistant. Enfin, tout ça était très rigoureux, piloté par Éric Rochant, qui était le showrunner, donc l'auteur-producteur. Et donc, ça commence là. Donc, ils disent, on y va, on explique comment on va faire, et c'est parti. Et donc, le c'est parti, ça coûte beaucoup plus cher de le faire comme ça en room, où habituellement, il y a 2-3
auteurs qui sont ensemble. Là, il y en a 10 et un showrunner. Et donc, ça procède par étapes. Voilà, ils développent les arches, ils trouvent tout ce qu'ils peuvent en recherche, documentation, en discussion, en interviewant des gens qualifiés, des universitaires et autres pour le domaine, sachant qu'Eric est déjà extrêmement pointu sur le renseignement. Et à partir de là, il faut définir un budget. Le budget, c'est plus ou moins 1 million d'euros. Par épisode Non. Pour tout le développement pour écrire de A à Z les 10 épisodes de la première saison, de chaque saison. Et donc... Parce que tout est écrit avant de tourner, Non seulement tout est écrit avant de tourner, mais tout est même répété. C'est-à-dire on fait des lectures. Tout doit être écrit. Les gens... dans notre système, sont extrêmement responsabilisés. C'est-à-dire que un auteur va donc travailler avec Eric Rochant. Et une fois qu'ils ont fini, que c'est validé par la chaîne, que l'on commence la pré-production, on sait combien ce qui est possible et pas possible. Et donc, s'il y a des choses pas possibles, c'est les auteurs qui doivent retravailler. Et puis ensuite, c'est validation, le go de la chaîne et la devis. Bien sûr, la douloureuse. La douloureuse qui est déjà, on a déjà les prémices. Alors voilà, ce qui était déjà le développement coûtait cher, 1 million d'euros. Donc on a décidé de le financer nous, c'est-à-dire Fédération Entertainment et Top. Parce que de toute façon, c'était hors norme par rapport à ce que faisait la création originale habituellement. Et puis ça nous a donné la possibilité, ou en tout cas ça nous a motivé énormément pour mettre en place notre process. Alors oui, très hiérarchisé, très précise, militaire, pour une raison, c'est que tout est une question de temps, c'est-à-dire l'exigence de l'écriture et le temps. Le rythme qu'il faut prendre parce que à la fin on va rendre une saison par an et donc quand on commence le tournage d'une saison on est déjà en train d'écrire la suivante, donc tout ça, ce process là était très lourd à mettre en place, donc on a fait aussi vite que possible. Donc on développe, on présente à la chaîne, ils valident, on continue le développement, donc on va dire les 5 premiers épisodes, ils valident, on finit d'écrire, tout ça avec les notes, des allers-retours, des validations. C'est ça, ça met du temps à valider de leur côté ou c'est entouré fluide contractuellement, ça prend une semaine au maximum pour eux de faire des notes, que les notes soient intégrées par Eric Rochant et l'auteur, et que ce soit arbitré par Eric s'il peut y répondre totalement, partiellement ou pas du tout. Et puis et dans l'équilibre total du projet. Donc chaque fois c'est en effet un aller-retour, et tout ça est en effet extrêmement entouré, contractualisé, et ça a toujours été un peu dur au début. Et puis plus les saisons avancent, plus vous avez pris le pli. Canal comprenait le rythme qui était le nôtre. Canal était très habitué à faire 8 épisodes tous les 24 à 36 mois. Et nous, on faisait 10 épisodes tous les ans. Tous les 12. Tous les 12 mois. Donc, tous les ans. Et donc, c'est vrai, fallait qu'on apprenne, fallait changer de rythme. Ça, c'était complexe, parfois très tendu. Mais finalement, tout le monde a pris le pli et voilà. Et ensuite, une fois que c'est ça, je fais court, mais en gros, l'élément le plus important, c'est que tout le monde fait les lectures sur table, donc les comédiens, les auteurs, les comédiens, mais pas que. C'est-à-dire tous les chefs de poste et tous les gens qui sont concernés par l'épisode. Pour faire simple, 1 heure à l'antenne ou 52 minutes, ça prend entre 3 heures et 8 heures pour faire une lecture. Pourquoi ? Parce que c'est l'explication de texte totale et c'est vraiment le moment où on se dit est-ce que ça marche ou ça marche pas, où les auteurs peuvent recorriger, etc. Alors il y a jusqu'à 6, 8 versions jusqu'au moment du tournage, mais le but est d'avoir
tout écrit, tout validé, tout repéré, tout casté, tout construit, tout décor fait, tout customisé et tout stylisé. Évidemment, avant le jour de tournage. En tout cas, la chose qu'on ne fait pas, c'est d'écrire pendant qu'on tourne. D'accord. Parce que dans le process qu'est le nôtre, on pouvait pas. Et du coup, sur la partie justement tournage, je sais qu'il y a beaucoup de scènes qui sont tournées justement à la Cité du Ciné, à Saint-Denis. Il y a aussi, je crois, vous tournez à l'étranger, évidemment, il y a pas mal de scènes. C'est quoi à peu près la proportion La première saison, la proportion, c'était 75% à la Cité du Cinéma. On avait 3 plateaux. Donc c'est le plateau 6 qui était le plateau historique, qui est le plateau à l'année, on l'a jamais démonté, où il y avait le bureau des légendes. Mais d'où l'intérêt, je me permets de l'industrialisation, c'est de pouvoir se dire justement, on a un tournage sur un an et quasiment pendant 5 ans, tous les ans en fait. Il y a ce côté-là aussi de pouvoir jouer sur la logistique. Non, mais encore une fois, ça revient au temps. Le temps que nous avons, c'est 1 an, bout à bout. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'unité de lieu, c'est-à-dire de pouvoir tout faire en un endroit. Donc, il y a la salle d'écriture au premier étage. Au rez-de-chaussée, il y a les plateaux. Au bout du couloir, il y a le montage. Toute la prod est au même étage que la salle d'écriture. Donc, il n'y a pas de déperdition de temps. C'est ça. Alors, la première saison, en effet, les décors sont conséquents. Coûtent 3 fois ou 4 fois le prix d'un décor habituel pour une série. Donc, oui, il fallait à la fois les utiliser, mais maintenant, le tournage, c'est 5 mois et demi. D'accord. Donc, sur 5 mois et demi, donc un peu moins de la moitié d'une année, il y a aussi la préparation et après ce qu'on fait des décors après. C'est-à-dire qu'il y a l'utilisation des décors pour la promotion, le marketing, etc. Et donc, il y a une rentabilisation absolue et totale, complète et permanente. Donc, à la fois dans la rationalisation du temps, unité de lieu, Cité du Cinéma à Saint-Denis, avec un modèle qui n'avait jamais connu, c'est-à-dire on ne démonte pas. Voilà, on est là, ça c'est notre plateau. Et par ailleurs, on a loué un immeuble en face pour faire d'autres éléments de décor, la cantine, l'entrée de la DGSE, etc. Donc c'est une logistique absolue, c'est surtout une logistique par rapport au décor, par exemple le plateau 6, où tout est chronométré. Encore une fois, on lutte contre le temps en permanence pour savoir... si je dois enlever un panneau pour que la caméra puisse avoir assez de champ pour tourner, combien de temps ça prend pour enlever ce panneau, placer la caméra, mettre en plus s'il faut des rails, etc. de travelling, et remettre le panneau. Parce qu'on travaille dans les 39 heures, et donc tout doit être minuté. Optimisé, mais tout doit être minuté 1 an à l'avance. Donc, quand on tourne dans un univers contrôlé comme un plateau à la Cité du Cinéma, tout va bien. Quand c'est la même chose en plus en Ukraine, au Maroc, en Russie, en Asie ou ailleurs, oui, c'est compliqué. D'autant plus que les tournages du Bureau des légendes se font en parallèle. Encore une fois, le temps, quand on tourne en Ukraine, on est aussi en train de tourner à Paris. Quand on est en train de tourner au Maroc, on est en train de tourner aussi au Cambodge. Voilà. Donc, c'est beaucoup de monde. C'est une gestion particulière. C'est pour ça qu'il y a une espèce de hiérarchie et un militaire et une organisation un peu militaire. Parce que c'est aussi une logistique incroyable. Les camions qui partent soit à l'est de l'Europe, soit... Non, mais c'est énorme. C'est des smirmorques qui se suivent et qui vont emmener les éléments à temps pour que ce soit mis en place avec une équipe. Il y a un directeur des productions, Eric Zaweli, directeur de production de toute la série, mais il y a aussi un directeur, une directrice de production à Paris, Alice Puy-Aubert. Donc il y a l'étranger, donc des équipes étrangères avec
entre 20 et 200 personnes. Ouais. Et à Paris, entre 80 et des centaines de personnes. Donc, oui, c'est une logistique très compliquée. Donc, chaque erreur et donc chaque doute, chaque flou dans notre organisation peut coûter très cher. Et ça, on n'a pas les moyens ni le luxe de le faire. Et pourtant, on est une des séries les mieux financées avec le plus de budget. Ouais. Saison 5, c'est un peu plus de 22 millions d'euros. 2,2 millions d'euros l'épisode. On a commencé, ça coûtait 1,5 million. Ouais. Mais entre saison 1, qui était 75% sur des plateaux et le bureau, pour expliquer ce qui était en train de se passer au service des clandestins, au bureau des légendes à la DGSE, et la saison 2, les proportions s'inversent. Et saison 2, 3, 4 et 5, les proportions sont 25% au bureau, 75% à l'extérieur. Et donc, dans des situations avec des lignes narratives complexes de cyberguerre, de Daesh, de beaucoup de choses. Donc, c'est très compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on oppose un peu le côté très rationnel, structuré, logistique, industriel à la créativité, qui est souvent un peu... et là, en fait, sans l'industrialisation, vous pourriez pas faire... vous n'auriez pas les moyens d'exprimer la créativité. Je sais pas si industrialisation, moi j'ai pas de problème, c'est pas péjoratif. Non. Comme marketing, quand on parle d'une série, c'est pas péjoratif. Donc pour le Bureau des légendes, c'est assez simple, c'est de l'exigence, donc des écrits, faire en sorte que l'on pousse. On fait tapis à chaque saison. On retient rien. Il faut que l'histoire soit de plus en plus intéressante. Il faut que les personnages vraiment nous emmènent encore plus loin. Donc ce processus aux États-Unis existe depuis toujours. Ils font entre 12 et 24 épisodes par an depuis 60 ans. Donc c'est même pas le souci. Ils ont des règles, ils ont un système, ils ont des normes. Une hiérarchie extrême et qui est signée par tous, qui nous manque en France, c'est d'où mon rapport, c'est de dire il faut le normaliser, il faut des règles pour que tout le monde ait ce canevas de base et qu'on aille plus vite et qu'on réinvente pas la roue chaque fois et que les auteurs aient vraiment leur place. En l'occurrence, pour le Bureau des légendes, on responsabilise beaucoup les gens à tous les niveaux, notamment les auteurs qui sont responsables de leur épisode vis-à-vis du réalisateur qui est le patron sur le plateau. Mais quand il y a une question sur les écrits, le réalisateur ne réécrit pas. Il demande à l'auteur et s'il faut, ça remonte au showrunner et voilà. Donc tout ça, processus plutôt qu'industrialisation. Et deux, oui, le marketing, c'est-à-dire moi, mon boulot, comme je disais, je suis producteur, mais ça veut dire non seulement ensemblier de tout ça, mais surtout, je crée des marques à engagement émotionnel. Donc, une fois que c'est mis aux dispositions du public et que les gens investissent 10 heures de leur temps à regarder, à être émus, c'est une marque. Et donc, il faut vraiment... Moi, mon but, c'est de traduire en permanence avec Eric, traduire en permanence l'ADN des écrits dans tous les domaines. Alors, Eric, artistiquement, moi, sur la prod. D'accord. Et donc, et même... le marketing et la promotion et le digital. Et qu'est-ce qui fait une bonne marque? Du coup, c'est plus les spectateurs vont être engagés émotionnellement avec le contenu. Il y a un lien vraiment fort émotionnel. D'abord, oui, c'est le souhait. C'est que les gens aiment et aiment suffisamment pour avoir envie de revenir tout le temps, d'en parler et que ce soit une vraie satisfaction, un kiff. Vraiment, c'est ça. Donc, il faut, pour que ça marche, être extrêmement prudent, c'est-à-dire tout contrôler. Oui. Est-ce que oui ou non, tel ou tel événement ou tel et tel objet, telle affiche ou slogan
est en ligne, en cohérence avec ce qu'on est en train de vendre. Donc, même les éléments de langage, il faut une très grande cohérence entre l'écriture, évidemment le rendu visuel, et ensuite la perception. Et entre deux saisons, c'est encore plus important d'essayer de faire en sorte que cette marque ne se dégrade pas, que les gens soient frustrés de ne pas en voir, mais en même temps que l'on essaye de donner, d'étendre l'expérience de la marque suffisamment pour que le temps entre deux saisons soit un peu moins long. Ouais, c'est ça. Et que le désir soit toujours aussi intense. Donc c'est un dosage, c'est de la chimie. Excellent, super intéressant. Et juste pour finir un peu avec cette partie présent, je voulais. Ah non, j'avais juste une question avant. J'ai vu passer une info de remake américain du Bureau des légendes. C'est en cours. Alors, c'est vrai déjà. Si je finis assez tôt, je dois continuer les négociations en vue d'un potentiel remake américain. Ok. Le remake américain qui se passerait à la CIA. Forcément. Nous, l'idée, c'est de pouvoir faire autre chose. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas d'exemple en tête d'un remake d'œuvres françaises réussies. Moi, il y a des films qui ont été pas mal, mais rien qui m'est vraiment soufflé. En tout cas, pas comme Atofim et Homeland, qui étaient vraiment quelque chose de formidable à la base et extraordinaire aussi en adaptation. Donc oui, on est en train de... Voilà, il y a même plusieurs pays. Il y a un pays asiatique qui est intéressé, un autre pays européen qui est intéressé, et les États-Unis, où The Department est en cours on verra. On a un showrunner, Peter Landsman, un titre, The Department, et ça se passe à la CIA. Et super. J'espère peut-être qu'on aura l'occasion un jour d'en reparler, peut-être même de refaire un épisode sur comment on fait un remake aux États-Unis, parce que c'est à mon avis quelque chose de très intéressant. Et donc la dernière question, c'était plus sur est-ce que vous avez d'autres actualités aujourd'hui avec The Oligarch. Je sais qu'il y a plusieurs filiales, si je ne me trompe pas. Il y a du licensing dans la société. Dans le groupe maintenant. Dans le groupe, ça y est. Il faut dire ce que. Chez TOG, The Oligarchs Group, il y a Top, The Oligarchs Production. Et puis oui, il y a d'autres filiales. Il y a Todd, The Oligarchs Digital, To, The Oligarchs Édition, Tom, The Oligarchs Musique. Bon voilà, il y a quelques autres métiers qui sont en parallèle. Donc oui, il y a beaucoup de projets. Alors chez Top, il y a beaucoup de projets en développement, toujours dans le même esprit, ou en tout cas dans le même processus, c'est-à-dire de comment on développe suffisamment une idée pour l'emmener au point où on va pouvoir en discuter parce qu'on est au courant de ce qu'on veut faire. Et donc voilà, un peu comme le Bureau des légendes, pour fabriquer ensuite dans un système de récurrence, en l'occurrence annuelle s'il faut, et voilà. On est occupé. Hein. Je me doute. Parce qu'on en parlait un peu avant, je voyais les bureaux qui s'étendent à la Cité du Cinéma d'année en année, de mois en mois, donc c'est plutôt bon signe. Impeccable. On passe du coup à la dernière partie, sur la partie future. J'avais une première question. Donc là, on s'intéresse évidemment à notre niveau, mais essayer de réfléchir à quel peut être le futur des médias, en tout cas ici le futur de la production audiovisuelle. Et puisqu'on parle de raconter des histoires, c'est un peu le fil rouge avec vous. Je me posais la question de en quoi le numérique et donc les plateformes pourraient bouleverser la façon de raconter ces histoires. Je vous donne plusieurs exemples. Il y a la façon déjà dont les gens consomment les contenus avec les nouvelles plateformes. Donc maintenant, ils veulent plus attendre. Il faut que ce soit en binge viewing. Donc est-ce que le fait que les gens ne veulent plus attendre modifie la façon dont on produit? Il y a aussi maintenant les gens qui consomment en snacking. Donc là, on a vu avec Quibi, la nouvelle plateforme dont tout le monde parle, qui veut
découpé, morcelé. Avant Quibi, il y avait deux initiatives qui étaient françaises, donc toujours un peu le Minitel et le Turbotrain, à savoir ou le Concorde. On a une très bonne idée. Studio Plus et Black Pills. En fait, je trouvais ces nouvelles modes et ces formats vachement intéressantes. En tout cas, Studio Plus et Black Pills, bonne idée. Aucune vision stratégique et surtout, je pense, une erreur de base qui est de dire on va fabriquer pour des gens qui prennent le métro, enfin, en tout cas les transports en commun, le snacking, etc. Moi, je pars du principe qu'une bonne histoire est une bonne histoire, d'ailleurs, que ce soit en 6 minutes, 10 fois 10 minutes, 90 minutes, etc. Tout est modulable. Mais c'est toujours compliqué de dire je vais faire que des séries courtes. Et en tout cas, en ce qui concernait les inventeurs de ça, alors c'est plutôt raté. Mais certaines des productions ne l'étaient pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de productions qui étaient extraordinaires. Et j'en ai vu quelques-uns où j'ai dit waouh, ça c'est vraiment bien. Quibi, ils ont juste quand même maintenant levé 2 milliards. Un premier milliard, puis un autre milliard. Leur modèle, c'est celui des studios américains. Tu travailles à façon. Donc, comme vous voulez faire Studio Plus ou Black Pills, mais un peu plus d'argent, un peu plus d'ambition, et avec vraiment un modèle assez particulier et une ambition forte, et des partenaires forts. Donc, on va voir ce que Katzenberg va faire. Moi, je suis pas sûr que ce soit ça le grand changement du numérique, mais who knows. Par contre, pour répondre à votre question qui était sur ce que les plateformes et ces nouvelles plateformes ont changé, moi je pense que là il y a un truc vraiment formidable, c'est que formidable parce que ça a changé beaucoup de choses. D'abord, l'arrivée des plateformes en France, c'est l'arrivée de géants, de GAFA, qui viennent non seulement avec de l'argent, mais une norme. Et donc, la grande bataille, c'est quand même entre un standard, c'est des studios américains, donc du copyright, tu fais, je possède tout, versus le droit d'auteur. Alors même si les auteurs sont rémunérés et entourés aux États-Unis, franchement, c'est deux univers très distincts. Et moi, je pense que si on débute, on est juste content de faire. Je pense que c'est pas une bonne chose de ne pas suivre les règles, parce qu'il faut savoir que le pays le plus régulé au monde dans les jeux visuels, après la Chine, c'est les États-Unis. Vous pouvez pas travailler sans obéir et avoir signé toutes les règles. Donc moi, je pense que si on veut commercer en France, Netflix, Amazon, Disney+, HBO Max, de toute façon, tous les gens qui vont arriver, on doit obéir aux règles. C'est-à-dire, on doit obéir aux règles qui financent l'exception culturelle, qui financent dans un autre modèle, parce que sinon, c'est dépouiller le pays, etc. Donc moi, je suis plutôt engagé pour maintenir notre exception culturelle, et maintenant, je souhaite vivement que les règles et les normes soient établies et que cette loi et que ces règles entre les guildes, c'est-à-dire les syndicats d'auteurs et de scénaristes puissent mettre en place ces règles, que la SACD et les diffuseurs comme les producteurs signent ces normes et qu'on avance et qu'on ne perde pas de temps. Ok. Et du coup, si je reviens plus sur la partie création du coup et production, écriture, là on citait Quibi justement, ils disent qu'ils ont un modèle où effectivement on va pouvoir regarder des contenus verticalement et ensuite changer horizontalement l'écran et on va avoir une autre perspective, etc. Est-ce que cette technologie et ces nouvelles plateformes vous font, quand vous produisez un contenu, réfléchir au moment même de l'écriture où on sait encore trop pas la marge? Non, mais moi, je ne sais pas répondre à cette question. Si c'est sur de la technologie, c'est comme lorsqu'on est venu me voir pour faire le premier
360 VR pour lancer la saison 2, je crois, du Bureau des gens, de saison 3, qui était écrit en 2D au lieu d'être écrit en 3D. C'est en gros était écrit à 90 degrés plutôt qu'à 360 degrés. Donc, à un moment, il va falloir se mettre dans ce que ça veut dire. J'ai vécu l'expérience de la 3D, les télé 3D. Le malheureux exemple. Ouais, mais moi, ça fait partie du meilleur du pire, c'est-à-dire comme Studio Plus, c'est bien de l'avoir fait, c'était formidable, ça n'a pas pris et ça n'avait aucune valeur ajoutée. Moi, je n'ai pas de commentaire vraiment là-dessus. J'ai commentaire sur ce que le binge viewing et cette manière boulimique de regarder change dans l'écriture. Alors, ça change dans l'écriture parce il y a un cliff tout le temps. C'est ça. Et donc, on vend du crack. Donc, un cliffhanger, c'est on maintient en haleine, on coupe au moment. On reste tendu, on maintient en haleine. Vite, waouh, tu m'as eu, j'ai envie de voir l'épisode d'après. Ouais. Alors, tous les gens qui font du feuilleton connaissent bien ça. On fait ça et c'est l'idée, c'est d'avoir un cliff, de faire en sorte que les gens puissent et aient envie de revenir. Je pense que écrire pour Netflix, Amazon ou ces plateformes-là, c'est vraiment différent que d'écrire pour un mélange comme Canal+, qui est à la fois linéaire, 2 épisodes tous les lundis, ou même des hertziennes, une soirée où il y a 1, 2 ou plus d'épisodes. Oui, ça change dans la manière d'écrire, mais surtout ce que ça va changer, c'est le volume. Donc c'est la process, c'est comment il va falloir faire. C'est-à-dire qu'il y a une telle masse de programmes, il y a tellement de séries, 800 séries par an, pour émerger. En effet, si on attend 3 ans entre 2 saisons... D'où l'enjeu tout à l'heure de se dire il faut garder... Le processus devient de plus en plus critique et ce rythme de plus en plus important. Et de toute façon, les plateformes accélèrent ça. Et l'arrivée en France de la concurrence... il y avait une chaîne premium. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, pour la première fois de notre histoire, une chaîne non française est leader sur un segment. Donc Netflix est aujourd'hui chaîne en France. Voilà, et donc ça c'est pas anodin. Et moi, encore une fois, je milite pour que ce changement de paradigme soit super, la compétition géniale. Mais il faut jouer avec les mêmes règles. Et donc, il faut que les plateformes puissent alimenter le CNC, signer les accords avec, évidemment, la SACD et d'autres, et jouer avec nos règles et alimenter intelligemment et jouer avec le droit d'auteur. Ça, c'est important. Ça, c'est plus compliqué. Ok. Il y a un autre point, moi, qui m'intéresse tout particulièrement, c'est l'importance des marques et des annonceurs. On parlait de marques tout à l'heure, on parlait de marques de contenu, mais les marques, les annonceurs qui font des produits, dans quelle mesure demain ils pourraient financer encore plus des contenus? Je sais pas si vous avez vu Tinder aux États-Unis a produit une fiction interactive. Airbnb a produit un documentaire aussi, je crois. Enfin, il y a de plus en plus de marques qui se disent je vais pas faire du brain content, je vais vraiment produire un contenu premium, etc. Et donc, dans quelle mesure demain les marques pourront presque être un média, en fait? Alors moi, ou en tout cas un financeur. Non, mais d'abord, Red Bull est une marque entière. Ils fabriquent leur contenu. C'est 1000 heures par an. C'est gigantesque. Dans des segments assez divers, mais bon, c'est de l'action, c'est le sport extrême, c'est l'extrême en général, et donc l'adrénaline, et donc le Red Bull qui va avec. Moi, je trouve qu'ils ont été très, très précurseurs. Il y a eu Iconoclast, mais ça, c'était il y a presque une décennie maintenant, avec Grey Goose, qui n'existait pas. Ils ont fait des trucs, des rencontres improbables entre 2 personnes iconiques, et voilà. Et c'était brought to you by... Et c'était diffusé à la télé, ça? C'était diffusé à la télé, oui, bien sûr. Ils arrivaient à le fourguer sur le câble américain. Et ailleurs. Moi, je pense que l'avenir de ça... Alors moi, mon expérience là-dedans, j'ai une boîte qui s'appelle Enjoy, E-N-T-J-O-Y,
qui fait ça par The Oligarchs Digital. Donc, en gros, on fait de la syndication. Et qu'est-ce que c'est ? C'est on prend une idée forte, une création. Ouais. Par exemple, votre podcast. On va essayer de comprendre quelle est la force de ce contenu-là. Mm-hmm. On va essayer de trouver une marque qui a envie d'avoir cet ADN-là pour véhiculer leur marque, image, principe, service, etc. Et en fait, ça existe depuis toujours aux États-Unis. Une marque, un concept fort, une marque et le média qui va avec. Et donc, on échange l'objet, le programme, contre de la visibilité sur plein d'univers différents. Okay. Alors, plein de sites, plein de... Donc, il faut des partenaires diffuseurs. Voilà, dans ce cas-là. exactement. Okay. Des partenaires diffuseurs, des partenaires médias. C'est pas forcément un diffuseur. Non, bien sûr. Voilà, ça peut être un pure player. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, moi, je pense que c'est très fort pour deux raisons. D'abord parce que le message publicitaire, c'est-à-dire ce bruit de fond publicitaire tel qu'il existe encore traditionnellement, n'a plus la force qu'il avait. Et évidemment, il y a des exceptions à tout, mais il faut pouvoir communiquer, et ça existera toujours, mais vraiment, il y a plus efficace. Et je pense que l'efficacité à venir, c'est en effet de dire, voilà, je veux faire une série sur un bar et je vais m'acoquiner avec Cronenbourg. Voilà. Et il a tout intérêt, si l'histoire est bonne, si ça marche, si c'est drôle, Cheers, fait par Cronenbourg, c'est pas juste brought to you by, c'est de toute façon, dans le fond, cette ambiance, cette marque, cet engagement émotionnel, est-ce qu'elle est semblable à ma marque? Est-ce que je peux m'associer? Et donc, est-ce que de manière un peu plus subtile que acheter, et voilà la marque, et voilà le prix, etc., il y a un besoin de bruit de fond, donc une affinité. Et je pense que l'avenir est certainement à être un peu moins hypocrite vis-à-vis des marques et de dire il y a d'abord ceux qui entourent des chaînes commerciales, il y a ceux qui sont sponsors dans les chaînes publiques, etc. Et moi, je pense que l'étape plus loin, c'est en effet les inclure dans le plan de financement en disant, voilà, Ford est mon partenaire parce que je suis en train de faire un truc sur Ferrari contre Ford et que ils ont tout intérêt à parler de la bagnole ou Peugeot ou autre chose, mais ou le grand pétrolier en plus, Total qui a envie de le faire. Mais c'est très important de pouvoir s'ouvrir l'esprit parce que finalement les marques dans beaucoup de domaines sont des engagements intéressants, c'est-à-dire le lifestyle. C'est non seulement des fringues, de la musique, des lectures, etc., des lieux, mais plus amplement ce que je regarde, ce dont on parle le matin autour de la machine à café, c'est putain, t'as vu Messiah hier soir? Non, je suis encore dans The Wire, mais je vais me faire The Boys après, et sinon je vais me refaire Aaron Sorkin sur The West Wing, et ensuite je vais me faire forcément la saison 5 du Bureau Légende. Mais là, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important dans la conversation de notre culture et dans cette culture instantanée dans laquelle on est et dans cette consommation forte, de pouvoir dire, je vais regarder quelque chose qui m'intéresse. Aujourd'hui, le sponsor premier de toutes ces séries, c'est d'abord c'est Canal, par exemple. Canal est le sponsor de la création originale. Mais il peut y avoir plus, c'est-à-dire sur Canal, quelque chose sur le prêt-à-porter avec quelqu'un qui se dit mais je veux bien prendre le risque. Je veux bien prendre le risque d'être dans le courant et pas juste véhiculer des valeurs qui soient neutres,
Et on voit ça avec Jay-Z, on voit ça avec plein de marques, d'ailleurs associées à la musique, où le risque est bon à prendre. On parlait au début de ces boissons énergisantes, mais Red Bull, c'est ça, ils sont prêts à prendre le risque, c'est-à-dire ils sont prêts à se planter, ils sont prêts à se dire bah ouais mais c'est la vie, c'est pas grave. Et de la même manière, c'est de prendre un risque en disant ben ouais, je vais mettre en place des situations avec des personnages et des lignes narratives compliquées parce que la vie est comme ça et je suis true et je suis réel, je suis vrai. Et donc c'est vrai que quand Nike le fait, quand Red Bull le fait, bah c'est très 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 fort par rapport à ce qu'il véhicule, plus fort à mon sens que Coca qui s'associe ou Mastercard qui s'associe au foot, ce qui est super et ça marche. Mais c'est le premier niveau, c'est pas là où je pense que l'espèce et l'évolution de notre espèce veut que on va être un peu plus subtil et un peu plus demandeur d'autres choses et ces marques ont légitimement droit de venir. Alors il faut le réguler un tout petit peu, mais franchement, maintenant que la bande passante est telle que, comme pour vous, dans le confort de mon salon, je peux produire et je peux diffuser pour le monde entier. Voilà, j'ai le même problème que tout le monde de la non-régulation de YouTube, et surtout quand mes contenus sont largement exploités et les publicités sont attachées et donc quelqu'un y gagne. Mais bon, je pense que les marques ont vraiment leur place. C'est ça. Là, juste dans le modèle à remonter dans l'échelle de valeur. Quoi. Voilà. Dans le modèle qu'on décrit là, ce serait un modèle un peu tripartite, si j'ai bien compris, donc avec une marque, un producteur et un média partenaire. Moi, j'avais aussi la question, est-ce que on peut aller même encore plus loin et se dire demain, vous irez pas pitcher Canal+, mais vous irez pitcher une grosse marque. C'est fait. D'accord, voilà, qui seront eux-mêmes diffuseurs et qui diront ma série n'ira pas sur Canal. Aujourd'hui, c'est que de toute façon tout le monde peut devenir diffuseur. Alors maintenant, pour faire venir, j'ai n'importe quoi encore une fois sur le site de Chanel ou de Dior, ces marques ont une telle puissance déjà. Ils ont des égéries, ils ont un plan, c'est une destination. Si je vais sur le site d'une de ces marques, je parle du luxe, mais ça peut être dans d'autres domaines, le luxe est vraiment intéressant parce que là, pour le coup, ils sont légitimes, ils ont une base de fans gigantesque. Si tout d'un coup, je suis en train de regarder une fiction, même des 52 minutes qui sont faits pour, voilà, c'est formidable. Pas que des documentaires, et ils le font plutôt très très bien. Mais on se rend compte aujourd'hui que voilà, ça c'est possible et il y a vraiment des histoires extraordinaires à raconter. Ouais. Non mais c'est super, moi je suis à 100% d'accord et puis c'est des modèles qu'on regarde nous avec Ocast, ceci dit, puisqu'aujourd'hui, comme on dit, la bande passante c'est une commodité, donc tout le monde peut être diffuseur. Faut pas faire, alors c'est toujours le même problème, hein. On sait déjà que faire des sous-produits ça marche pas. Non. Donc je me rappelle de l'hystérie autour de brand content qui était en gros voilà, il suffit de le faire, ils vont tous venir, tout le monde va être intéressé. Et en fait, beaucoup de ça était juste moins bien que ce qu'on voyait à la télévision ou ailleurs. Donc à un moment, c'est dommage, c'est pas bon pour la marque, c'est pas bon pour qui que ce soit, mais je pense qu'il faut que toute cette industrie s'élève un peu aux standards qui sont ce que nous avons l'habitude de voir. Et donc, ça, à mon avis, c'est ça, la nouvelle frontière, elle est là. Ouais, voilà. Puis je pense qu'il faut aussi oublier un peu le côté rationnel de on va essayer absolument dans une je suis un annonceur, je vais essayer dans le contenu que je produis de mettre ma marque partout, d'expliquer les caractéristiques de mon produit. Il faut sortir de là et dire ce qu'on disait tout à l'heure, aller sur l'engagement émotionnel. C'est générationnel. Voilà. C'est générationnel. C'est-à-dire que il y a encore les décideurs du modèle ancien, en GRP, etc. Ouais, Donc c'est pas un problème. Ça existera toujours.
Et les modèles et les KPI, c'est-à-dire les indicateurs de performance précis, clés, vont être redéfinis pour pouvoir mesurer la force de tout ça. Mais je pense que il y a pléthore d'exemples de films et de séries qui ont été incroyablement forts sans avoir une connexion de marque. Aux États-Unis, c'est pas ce qui manque, mais par exemple en France, nous avons créé une marque, le Bureau des légendes, sur un domaine précis qui est le renseignement et le renseignement extérieur de la France. La DGSE utilise, et voilà, on n'a pas plus d'affinité que ça, mais utilise le succès gigantesque du Bureau des légendes à ses fins. Regardez, vous avez envie d'une vie comme ça? Ça, c'est la vraie vie. Venez nous rejoindre. Donc, si je fais ça pour un monde, je vais raconter l'histoire d'un mécano au milieu des Vosges qui va inventer une voiture ou améliorer une voiture ou faire une voiture électrique. Franchement, c'est des sagas qui sont intéressants à suivre. Si les arches narratives sont bonnes, si l'histoire est intéressante, si l'histoire est bonne. Ouais. Donc, il faut une exigence. Okay. Donc, il faut une exigence, il faut un processus. Il faut pas faire du moins bien juste pour faire. Il faut faire mieux. Voilà. Et ben, la boucle. Non, mais je vais juste finir là-dessus sur un quote de Richard Plepler. Qui est Richard Plepler, c'était le patron de HBO jusqu'à fin 2019 et qui aujourd'hui est parti et a fondé une boîte de prod et qui vient de signer avec Apple un deal de 5 ans. Et lui, il dit depuis toujours, more is not better, only better is better. Et ça aussi, c'est vraiment un truc qu'on apprend vraiment bien. Les plateformes, les nouvelles entrants, ils arrivent et il faut qu'ils aient la masse critique le plus vite possible, vite et avec beaucoup. Beaucoup, vite. C'est vraiment ça. Or, il va falloir faire un peu mieux et plus, c'est pas mieux. Plus, c'est juste plus. Voilà. Très clair, ça va un peu effectivement à l'encontre de ce qu'on dit quand on fait des startups, c'est faut faire quelque chose de bien le plus vite possible. Là, c'est l'inverse, c'est vraiment faire quelque chose parfait. Moi, je suis arrivé dans ce métier uniquement en me disant, je veux voir des trucs que je veux voir à la télé. Les années 70, c'était les enfants du rock, c'était mon truc, cette liberté de ton. Canal après, et puis je me suis associé à ces gens-là, Antoine Decaune, De Greff et Lescure, ce monde-là, c'était bouleversant parce que vraiment c'est ça qui est motivant, c'est dire ok, c'est fait comme ça depuis toujours, alors mais pourquoi? Et on pourrait pas faire autrement, et si c'est formidable. Et donc vraiment pour le coup, cet univers et de pouvoir se réinventer, moi dans ma génération, on est passé du public, 2 chaînes, au privé. Je sais pas combien il y a de chaînes maintenant en France. J'ai vécu la liberté de la différenciation et la manière dont Canal a élevé cette différenciation. Lescure, auparavant, chez Antenne 2, on faisait la même chose en faisant le ghetto des enfants du rock. On va prendre un petit îlot pour dire les choses différemment, de montrer des choses qui nous intéressent, qui n'intéressent pas forcément tout le monde, mais on va s'y retrouver. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ça, d'ailleurs que ce soit dans la fiction comme ailleurs, c'est de dire, si, c'est possible, hein. Super, merci beaucoup pour toutes les informations et ces partages. On passe sur la dernière partie, c'est les questions un peu courtes. Questions courtes, réponses courtes, mais détaillées un peu quand même. Comme je sais pas faire, allez-y.
Première question, quels médias vous consommez aujourd'hui et à peu près en quelle proportion? Quel type de médias Je pense que la télévision traditionnelle, je suis entre 0,5 et 1%. Aïe, 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 ok. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Je pense que les événements sportifs, Coupe du Monde, Bien sûr, oui. Jeux Olympiques, je pense que j'y suis. Donc c'est moins de 5% l'info. Et encore, l'info, je le vois en continu ailleurs. Donc le flux, je l'ai, la bande passante, je l'ai sur mes autres devices. Ouais, je consomme très peu en télé, mais très peu en télé linéaire. Radio le matin. Okay. Voilà, plutôt Nova et France Inter. Okay. Voilà. Je lis. J'ai plusieurs abonnements. Je dois avoir 4 ou 5 magazines américains. Okay. J'ai Le Monde, Les Échos. Voilà, quelques autres et le New York Times tous les jours, voilà. Okay. Puis j'ai Flipboard. Ouais, Flipboard, bien sûr. Donc moi, je suis un très gros consommateur de Flipboard parce que je flâne sur tous ces articles et ensuite, voilà, je plonge dedans quand ça m'intéresse. Mais en tout cas, c'est tellement large et tellement intéressant, c'est vraiment bien, quoi. Ok, parfait. On parlait, vous disiez que vous lisiez des magazines. Est-ce que, j'imagine que vous lisez des livres. Est-ce que vous avez des livres à recommander? Alors, oui, dernièrement. Alors, je suis un grand fan de polar. Ok. Et en termes de polar, alors oui, un auteur. Je vais te donner 2 auteurs français de polar que j'adore, même 3. Laurent Chalumeau, extraordinaire auteur, critique de musique, ses articles, son livre sur Elmore Leonard est une pure merveille. Kiff, Fuck, tous ces bouquins, tous ces romans sont vraiment extra dans le ton, dans le style qui lui est propre. Franchement, c'est quelqu'un à découvrir absolument. Super. Laurent Guillaume, que je trouve incroyable. Tous ses romans, c'est un ancien flic qui écrit sublimement bien. Ouais. Et quand on le rencontre, on a du mal à croire qu'il a été flic, mais c'est quelqu'un d'extrêmement profond, d'extrêmement nuancé, et ses bouquins sont bien basiques, mais vraiment bien. Et leurs personnages sont formidables. Et DOA, qui est un auteur mystérieux, qui écrit vraiment bien sur le monde, là aussi, du renseignement, de tout ce qui était un peu furtif. D'après ce qu'on sait de lui, c'est un ancien peut-être des services qui est parti, qui a fait fortune dans les jeux vidéo, d'après ce que j'ai compris. C'est peut-être une légende urbaine et qui maintenant écrit, etc. Tous ces bouquins sont extra. Et puis donc ça c'est en français. Et puis Michael Connelly, classique, qui est moi je suis tous les Bosch, etc. qui ont fait l'adaptation en série sublime sur Amazon. Mais Bosch... c'est bien réussi, ouais. Ah oui, c'est très bien réussi. Alors moi qui suis vraiment fan, c'est une adaptation sublime. Connelly y participe, mais c'est vachement bien. Et donc c'est mes polars du moment. Je viens de finir un Connelly et je vais m'attaquer à un dernier Don Winslow et voilà. Et ben génial. Je vais mettre les petits liens dans la référence du podcast pour les gens qui seraient intéressés. Don Winslow, tu les mets tous. Je les mets tous. De toute façon, j'ai l'impression que tous les auteurs, je vais mettre la bibliographie entière. Oui, question productivité, comme vous, voilà, c'est le côté un peu start-up, etc. Mais vous gérez beaucoup de projets. C'est très simple. Ok. Moi j'ai besoin de visualiser tout ce qu'on fait tout le temps. Donc je fais des mind maps. Ok. Donc mes premiers outils c'est iThoughts.
Okay. On peut dessiner, etc. La même chose sur, il y a plein d'apps. Voilà, donc je fais des crowbars, des mappings d'idées au centre, et puis voilà, toutes les ramifications. Ça, c'est mon premier outil. Puis l'outil collaboratif que nous avons en place depuis un bout de temps s'appelle Monday.com. Ah oui. Voilà, donc on fait pas mal de choses. Ça marche bien, ça Monday. Ouais, pour le moment, c'est pas mal. Voilà, c'est un pli à prendre, c'est une discipline, mais c'est pas mal et ça marche bien. Donc ça voilà, permet de suivre les tâches, etc. C'est les tâches, la com, etc. On a essayé Slack, on a essayé pas mal de trucs, mais ça c'est pas mal. Monday.com. Oui, voilà, c'est un peu les trucs que j'utilise le plus. Très clair. Voilà. 2 dernières questions. Ouais. Est-ce que vous avez un mentor ou est-ce que vous avez une personnalité que vous admirez beaucoup, que vous ayez rencontré ou pas, hein, mais que ce soit un mentor fantasmé ou un vrai mentor qui vous a aidé par le passé ou... Oui, j'ai eu la chance d'en avoir plusieurs. Ouais. Je pense que j'ai d'abord beaucoup appris quand j'étais le peu de temps à la fac par un professeur qui s'appelait Jarouj, qui était mon prof de sciences politiques à l'université de Pennsylvanie, et on a fait un jeu de rôle à dimension géante pendant tout un week-end. J'ai beaucoup appris avec lui, j'ai beaucoup appris des nuances de l'analyse, etc., qui m'ont beaucoup servi. Mon papa m'a toujours dit la même chose: keep your eye on the ball, reste fixé sur le ballon. Ouais. Alors pour le baseball, pour le tennis, pour ce qu'on voulait, mais c'était surtout mind over matter, reste concentré sur, te fais pas distraire par ce qu'il y a autour, reste concentré sur ce qu'il faut faire. Et puis il y a eu une pléthore de gens, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Edmond Rothschild, qui m'a pris sous son aile à un moment, qui m'a montré une dimension étonnante de la vie, un truc que j'aurais jamais imaginé, mais c'était un homme dur, c'était un homme complexe, et je sais pas pourquoi, on s'est bien entendu. Pierre Lescure, évidemment. Toute la bande avec qui j'ai toujours traîné, j'ai beaucoup appris. C'est des gens, ça a été des mentors. Il y en a beaucoup. Encore une fois, j'ai eu la chance de travailler avec eux. C'est-à-dire mes mentors, des gens que je voulais vraiment rencontrer, avec qui je voulais itérer et apprendre d'eux. Il y en a pas mal que j'ai pu approcher. Donc, mais ceux-là, c'était en France essentiellement. Et puis Parsons à Time Warner. C'est vrai que Andy Grove ou Richard Plepler sont des gens qui m'ont beaucoup éclairé. Ouais. Mais éclairé dans l'échange, c'est-à-dire j'étais pas juste en train de recevoir, j'essayais d'en donner aussi, et donc c'était plus riche encore. C'est ça. Et vous citiez alors moi pour information, puisqu'on le citait dans la partie 1, une personne que j'aimerais beaucoup rencontrer, c'est Richard Branson. Je sais pas si vous avez beaucoup fréquenté ou pas. C'est mon associé, Richard Branson. S'il est si incroyable que ça ou pas ou... C'était j'ai une boîte avec lui, Rapido TV à Londres, à 50-50. Ouais, il est différent. Je pense que il est aspirationnel. C'était une autre époque. Moi, j'étais jeune. Je pense que tout était possible. Lui, il a été vraiment visionnaire. Okay. Et je pense que Branson, c'est le meilleur opportuniste du monde. Il sait se mettre au bon moment, au bon endroit. Il a un sourire charmeur incroyable. Il est malin, il va vite, et il s'intéresse aux gens. C'est-à-dire que moi,
quand on s'est associé, il habitait sur une péniche à Londres, et on avait nos rendez-vous sur la péniche, et il dit, excuse-moi, je vais prendre ce coup de téléphone, et littéralement, il prenait des gens au téléphone pour les résas de Virgin Air, ou des gens qui étaient pas contents du service. Les clients finaux, Et c'était... il allait dans les avions aussi, il demandait... Il allait dans les mégastores. Il demandait aux clients. Il était intéressé à tout, et donc je trouvais ça vraiment bien. C'était un mec vraiment assez étonnant. Mais voilà, c'est la même chose. On a pu échanger, donc ça. C'est dans l'échange vraiment qu'il y a on enrichit. Parce que j'admire plein de gens. Que j'ai pas pu approcher, mais franchement, ceux que j'ai pu approcher, j'ai donné, ils m'ont donné beaucoup. Puis c'était un moment absolument dingue. D'ailleurs, le jour où Branson appelle en disant on peut se voir, mais la même chose pour les frères Sachi, c'était la même chose avec plein de gens que j'ai eu la chance de côtoyer, que ce soit pour quelques heures ou plus longtemps, j'étais absolument bouleversé, quoi. Super. Dernière question, peut-être la plus importante. Non, mais pour les personnes qui écoutent ce podcast, peut-être qu'il y en a qui ont des projets de séries, des projets de médias, des projets. Est-ce que vous auriez un conseil à donner pour ces personnes-là qui souhaitent se lancer? Le plus important, c'est l'écriture. Écrire, comprendre ce que c'est. Avoir l'humilité d'entendre la critique, c'est dur. C'est plus dur, ça. C'est vrai, c'est dur, mais rester aiguillé, il faut être passionné par ce qu'on fait, totalement, il faut être all-in, tapis chaque fois. Je pense que pour moi, le conseil, c'est, si c'est une série ou si c'est quelque chose d'écriture, d'abord l'écrire, le déposer, le protéger, mais surtout y réfléchir, faire le mind map du projet, c'est-à-dire réfléchir non seulement à ce que ça va être le concept, les personnages, etc., enfin tous les détails de ce que c'est, mais plus loin, qu'est-ce que c'est cette marque? C'est ça. C'est quoi cette expérience? C'est quoi le truc? Et ça s'interprète comment dans plein d'autres domaines. Et quand tout d'un coup on trouve un truc qui marche, et c'est très frustrant, mais ça prend du temps. C'est-à-dire que ça prend du temps à valider le dessin, quoi. Répondre à toutes les questions que d'autres t'ont pas encore posées, c'est vachement bien. En avance, ouais. Voilà. Ok. Impeccable. C'est tout. Merci Alex pour toutes ces informations, ces enseignements. Et puis à très vite avec le lancement de la saison 5 du Bureau des légendes très prochainement. Printemps. On n'a pas de date encore. Si, moi je l'ai, mais je suis pas en mesure de vous le donner aujourd'hui. On va dire que c'est plutôt tout début du printemps. Ok, et ben super. 2020. Merci Alex. Merci. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos sites de podcast préférés et surtout de mettre une note, 5 étoiles de préférence, dans la section notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide vraiment à faire découvrir We Are All Media. Bien sûr, vous pouvez contribuer aussi en envoyant ce podcast à vos proches. C'est grâce à vous et au bouche à oreille que nous pourrons développer ce format. À la semaine prochaine.